Bonjour à tous, bienvenue pour notre webinaire sur la dynamique du marché immobilier français. Alors je me présente rapidement, je m'appelle Thomas, je m'occupe de la direction scientifique de Meilleurs Agents et du coup c'est mon équipe qui a travaillé sur cette présentation que nous avons faite il y a une dizaine de jours lors de notre conférence de presse de rentrée où le sujet c'est de commenter l'actualité du marché de l'immobilier en cette rentrée 2018. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à les poser via le chat sur l'outil oui, du webinar. On n'y répondra pas en direct, mais on prendra évidemment le temps d'y répondre à la fin, à la fin, enfin ensuite à la fin du webinaire, donc plus tard on vous répondra. Alors le sujet du webinaire, c'est qu'en cette rentrée 2018, bon nombre d'acteurs, plus ou moins bien informés, annoncent pour les uns un marché toujours plus florissant et pour les autres un fort retournement de tendance qui mettrait à mal l'ensemble des acteurs du marché de l'immobilier résidentiel. Alors, évidemment, c'est un peu la question de cette rentrée. Est-ce que nous sommes à la veille d'un retournement du marché immobilier résidentiel? Et du coup, c'est évidemment le sujet de notre conférence de presse. On a voulu répondre à cette question à la sauce meilleurs agents, c'est-à-dire en créant, en étudiant pas mal d'indicateurs du marché de l'immobilier pour essayer d'apporter une réponse complète, argumentée et d'offrir une vision des tendances et de ce marché. Alors la présentation elle va se dérouler en deux temps. Assez rapidement, on va revenir sur les 8 premiers mois de 2018. Quelle était la tendance du marché en prix, en volume depuis le 1er janvier 2018 jusqu'au 1er septembre 2018. Et nous verrons que, en fait, les 8 premiers mois de 2018 s'inscrivent dans la tendance du cycle haussier que nous sommes en train de vivre depuis début 2016. Et ensuite, c'est ce qui nous intéresse. Est-ce qu'on a des arguments qui permettent de dire que ce marché va se retourner? Est-ce que on va continuer dans cette tendance-là ou est-ce que ça va s'arrêter? Voilà, c'est la question à laquelle on va tenter de répondre en deuxième partie. Alors, on va commencer rapidement en regardant l'évolution des prix en France. En France, aujourd'hui, au 1er septembre 2018, un bien immobilier, il se vend autour d'un prix moyen de 2500 € du mètre carré. J'ai encore pu lire ce matin dans la presse un chiffre moyen français à 3500 €. Il n'est pas bon ce chiffre, le vrai chiffre en France c'est 2500. Il y a très peu de communes en France avec un prix de l'immobilier au-delà déjà des 3000 € par mètre carré. Voilà, donc au 1er septembre 2018, le prix en France il est de 2500 € par mètre carré et en fait les prix augmentent régulièrement de moins de 2% par an depuis janvier 2016. Où on était à 2400 € du mètre, donc 0,8% en 2016, 1,7% en 2017 et 1,1% depuis le début de l'année. Donc voilà, donc on est sur une augmentation constante des prix et chose intéressante, c'est vous pouvez voir le plus haut du marché, c'était, je vous montre ici, en juin 2011. Et en fait, on reste sur des prix français en deçà du plus haut qu'on a pu connaître en 2011. Et deuxième chose intéressante, c'est qu'on est à peu près, vous verrez tout à l'heure, à peine au-dessus du niveau qu'on a pu connaître en 2008. C'est-à-dire qu'en 10 ans, les prix de l'immobilier sont à peu près au même niveau qu'au début qu'au début de l'année 2008, un peu avant la crise qu'on a connue à cette période. En termes de volume, on entend beaucoup aussi parler d'une chute des volumes, que le marché n'est plus du tout aussi fluide qu'avant. Alors encore une fois, c'est pas vraiment vrai. Et quand on regarde ce graphe, il nous montre le volume de vente sur 12 mois glissants depuis les années 2000. Alors il est vrai qu'on a atteint un record en 2017 avec 960 000 ventes dans l'ancien sur 12 mois glissants, que effectivement le nombre de transactions a un peu diminué en 2018 par rapport à ce qu'on a pu connaître en 2017, mais on reste sur des niveaux qui sont tout à fait exceptionnels avec 950 000 ventes sur 12 mois. Ça reste des niveaux qui sont très très hauts et comme vous pouvez le voir sur ce graphe, les niveaux qu'on avait pu connaître pendant la période faste de 2001 à 2008, c'était 830 000, 850 000 max transactions dans l'ancien. On est largement au-dessus de ces niveaux. Et malgré ce qu'on peut lire, ça reste stable. Et d'ailleurs, les notaires ont sorti leurs derniers chiffres il n'y a pas très longtemps, pour les mois de juin et le mois de juillet. Et on reste aux alentours de 950 000 ventes sur 12 mois glissants dans l'ancien, donc ce qui est des niveaux très très élevés. Pas de retournement, en tout cas, pour le moment, annoncé sur les volumes.
D'ailleurs, quand on parle de volume, ce qui est intéressant, c'est de ramener ce volume de transactions, ce nombre de transactions brutes à la population totale. Parce que évidemment, la population française, elle augmente, et du coup, évidemment, il y a plus de monde, donc plus de transactions. Et donc, pour vraiment étudier, on va dire, la fluidité du marché, c'est important de ramener le nombre de transactions au nombre de ménages. Donc, c'est ce qu'on fait sur ce graphe. On ramène au cours du temps, on divise le nombre de transactions par le nombre de ménages, la population qui grandit, et comme on peut le voir, dans la période faste 2001-2008, on était à plus de 3 transactions pour 100 ménages. Donc un taux de rotation de l'ensemble du parc immobilier français de 3%. Et c'était des années qui sont fluides. Et donc on part du principe d'ailleurs qu'au-delà de 3%, c'est un marché qui est fluide. Et comme on peut le voir, on est depuis 2017 dans un marché qui est très fluide et on reste à des niveaux qui sont excellents et du même ordre que ce qu'on a pu connaître les années fastes. Si on fait un petit zoom à Paris sur la tendance des prix, on a à peu près la même tendance, sauf que évidemment les cycles on va dire l'amplitude des cycles est plus importante. Les prix à Paris, on est sur des records. En ce moment, on vend un bien immobilier à 9 300 € en moyenne du mètre carré sur l'ensemble de la capitale. C'est record historique tout confondu. Les prix ont augmenté d'un peu moins de 5% depuis le début de l'année. C'est encore une fois dans la continuité de ce qu'on a pu connaître les années précédentes. On est sur 3 années de hausse de prix, 5% en 2016, 7% en 2017, et là, on est sur un rythme qui reste assez élevé. Voilà, petite chose évidemment qui change par rapport, on va dire, au marché français, c'est que on est presque 8% au-dessus des plus hauts qu'on a pu connaître à Paris en juin 2011, où on vendait un bien à 8 600 € du mètre. On a battu ce record depuis un moment d'ailleurs, et on le bat tous les mois. Et évidemment, on est bien au-delà des prix qu'on a pu connaître en 2008. Et au global, donc sur la période, sur ce cycle, en fait, depuis janvier, c'est une augmentation de prix de presque 17%. Donc c'est évidemment conséquent, et un marché parisien qui augmente pas mal. Si on regarde sur l'ensemble du territoire français, encore une fois, avec des amplitudes qui sont différentes, mais ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de rupture en 2018 de la dynamique des prix, que ça soit au niveau France, on l'a vu, ou à Paris, ou même encore dans les grandes villes de France. Donc ce que vous voyez ici, c'est l'évolution des prix. Donc par exemple, le top 10, c'est l'évolution des prix dans les 10 plus grandes villes de France, hors Paris, et le top 50, l'évolution des prix dans les 50 plus grandes villes de France, hors Paris et la banlieue parisienne. Et donc ce qu'on voit, c'est que ces courbes ne marquent pas de rupture en 2018. Au contraire, c'est dans la continuité du cycle qu'on connaît depuis 2016. Et on voit que les plus grandes villes dynamiques augmentent plus que le top 50. Voilà. Et les autres phénomènes intéressants, c'est aussi cet indice rural qui représente les 30 000 communes considérées comme rurales en France, qui comptent environ 15% de la population française. Donc il y a quand même du monde dans ces zones-là. Et on voit que en fait, les prix ne baissent plus, mais on reste sur une stabilité. Les prix n'augmentent pas dans le monde rural. Et la chose qui est intéressante par rapport, on va dire, à la dynamique des grandes villes, c'est qu'on est à un niveau de prix qui est nettement plus bas que ce qu'on a pu connaître en 2008. Ce sont des zones qui ne se sont jamais réellement remises de la crise. Voilà. Et donc, et pour information, ces indices, on les appelle les IPI, c'est les indices des prix de l'immobilier meilleurs agents, et c'est ce qu'on sort tous les mois dans le cadre de notre baromètre en partenariat avec les Échos. Donc ces indices sont mis à jour mensuellement et vous pouvez les retrouver tous les mois dans les Échos dès la première semaine de chaque mois. Le tableau suivant, en fait, il donne les grandes tendances, hein, c'est les chiffres qu'on a évoqués, et on voit bien que tous les segments en fait du territoire français, tous les marchés du territoire français sont en hausse en fait depuis 2016, et qu'encore une fois 2018 est dans cette continuité de hausse de prix. Mais on voit bien qu'il y a évidemment une très très grande différence sur le territoire français entre les grandes villes dynamiques, Paris, que je mets encore évidemment à part, mais les grandes villes dynamiques versus les zones rurales ou encore la France. Voilà. Les grandes villes économiquement dynamiques ne sont pas la France. Paris, en 10 ans, fait 40%, les 10 plus grandes villes, 14%, les 50 plus grandes villes, seulement 2%, en 10 ans, alors qu'à côté de ça, les zones rurales perdent 10 points
par rapport sur l'évolution des prix en 10 ans. Voilà. Et si on fait un zoom particulier ville par ville, encore une fois, cette continuité, on la retrouve sur l'ensemble des villes. Il y a quelques ruptures, et on en a beaucoup parlé en 2018. Une ville comme Bordeaux, par exemple, qui avait surperformé en 2017. Bordeaux était vraiment la star de l'année 2017 avec 17% d'évolution de prix sur un an. Là, vraiment, pour le coup, on sent un ralentissement du marché. Les prix n'augmentent plus à Bordeaux et ils sont même sur une pente plutôt baissière. Moins 0,1%, c'est léger, certes, mais ça marque vraiment un coup d'arrêt par rapport à la dynamique qu'on avait pu connaître les années précédentes. Vous avez des villes comme Marseille, effectivement, qui signent quand même une belle progression cette année, ou encore Lille, avec 3% d'augmentation de prix sur les 8 premiers mois de 2018, donc qui signent des belles performances. Sinon, sur l'ensemble des villes, encore une fois, on reste sur la même dynamique que 2017, c'est dans la continuité. Voilà, à noter les belles performances de Rennes, de Nantes ou de Lyon, évidemment, avec une augmentation de prix de l'ordre de 4% en 8 mois. Voilà, ce qui signe d'un marché qui est dynamique et assez fluide. On va le voir d'ailleurs juste après. Et d'un point de vue général, c'est-à-dire que si on agrandit un peu le spectre, et qu'on regarde l'évolution des prix en détail dans 50 villes, en fait, on a en 2018 65% des grandes villes qui sont en hausse. Et en fait, on avait la même chose en 2017. Donc, alors certes, c'est pas forcément les mêmes villes qui augmentent ou qui baissent, mais ça témoigne quand même encore une fois de la continuité de la dynamique des prix qu'on a pu connaître en 2017. Voilà, et 2018 s'inscrit encore une fois dans cette continuité. Ça sera vraiment la continuité est vraiment le mot d'ordre de cette première partie. Voilà, pas de rupture en tout cas, on ne constate pas de rupture sur les 8 premiers mois de 2018. Alors, qui achète de l'immobilier en France? Alors, vous savez qu'on fait un observatoire des agents immobiliers tous les semestres, où l'idée c'est qu'on interroge les agents immobiliers sur leur perception du marché, et en particulier on leur demande, on vous demande qui achète de l'immobilier. Et donc en 2017, on constate, et donc encore une fois, on a fait ce sondage en 2017 et on l'a refait. Donc là, du coup, cet été en 2018, vous avez sûrement dû recevoir le questionnaire. Et donc, basé sur vos réponses, en fait, on mesure que il y a pas vraiment de rupture, encore une fois, dans les achats. Il y a encore un tiers de primo-accédants, 40% de secondo-accédants. On note un petit ralentissement sur l'investissement locatif qui passe de 16% d'achats consacrés à des investissements locatifs à 14% cette année, et 12% encore une fois sur les résidences secondaires. Voilà, donc encore une fois, pas de rupture, on reste sur les mêmes dynamiques que les années précédentes. Voilà, alors est-ce que la question qu'on a tous en fait la question qu'on a tous, c'est est-ce que cette bonne dynamique du marché de l'immobilier, est-ce que ça va continuer ou pas? Et donc, l'idée de cette partie, c'est on va essayer de s'appuyer sur des indicateurs complets et rigoureux pour dessiner un scénario global pour le marché immobilier résidentiel français sur les prochains mois et l'année qui arrive. Alors, la première chose, pardon, j'ai un peu anticipé, mais comment est-ce qu'on va faire ça? On va regarder, déjà, il y a beaucoup de commentateurs qui annoncent un retournement de marché. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Pour répondre à cette question, on a développé des indicateurs précis. Et certains de ces indicateurs, vous allez le voir, militent pour une poursuite de la dynamique actuelle. D'autres envoient un signal beaucoup plus mitigé. Et certains annoncent même la fin d'un cycle. Et vous allez voir donc sur l'ensemble de la présentation, sur chaque slide maintenant, on met les pictogrammes que vous voyez à droite et nous allons discuter en fait en fonction de ces indicateurs s'ils militent pour une poursuite de cette dynamique ou plutôt si on est sur des arguments en faveur d'un retournement de marché. Donc, une lecture en 3 pictogrammes. Est-ce que ça continue? Donc, en vert encore. Est-ce que c'est quelque chose qui est mitigé ou alors est-ce que cet argument milite pour un retournement de marché, le pictogramme stop? Et voilà, on va en discuter de ça tout de suite. Alors, le premier indicateur qu'on va regarder, c'est le chômage. On a un marché de l'emploi qui est encourageant.
c'est cette baisse du chômage. Alors certes, on a une évolution qui est parfois en dents de scie et on a un niveau qui est plus élevé que la plupart des plus grands pays européens, mais on a une tendance du chômage qui est à la baisse et ce qui annonce une tendance positive à moyen terme pour l'évolution de la demande et donc pour le marché de l'immobilier. Pourquoi est-ce que c'est hyper important? Je ne vais pas vous l'apprendre, mais évidemment, quand on achète de l'immobilier, on s'endette. Pour s'endetter, on va avoir un banquier et un banquier nous accorde un crédit si et seulement si, aujourd'hui en France, on a un CDI et une situation plutôt stable. Et donc, un chômage qui baisse, c'est une bonne nouvelle pour le marché de l'immobilier et pour la demande. Donc, clairement, cette tendance sur le marché de l'emploi, c'est plutôt un argument en faveur de la poursuite actuelle de la dynamique des prix. Un indicateur assez important quand on étudie le marché de l'immobilier, c'est les délais de vente. C'est un indicateur important qui est pas facile à calculer et qui est pas facile à suivre dans le temps. Alors, je vais vous passer les détails mathématiques, mais on a construit ça sur un modèle, on va dire, économétrique éprouvé, où on contrôle des différentes caractéristiques des biens parce qu'on sait que les petites surfaces vont se vendre plus rapidement que les grandes surfaces, etc. Donc, on contrôle de pas mal de choses pour pas mélanger n'importe quoi dans notre modèle et pour vous proposer un indicateur assez qualitatif et robuste qui est mesuré sur 3 mois glissants à partir des dates d'ouverture et de fermeture des annonces qui sont évidemment dédoublonnées ainsi que les transactions qui sont remontées sur la plateforme Meilleurs Agents. Et donc, quand on regarde cet indicateur, on constate, c'est les graphes que vous voyez à l'écran, ce qu'on exprime, c'est les délais de vente médians en nombre de jours, c'est-à-dire en combien de temps on met pour vendre un bien immobilier dans chacune de ces zones. Et donc, par exemple, à Paris, au 1er septembre 2018, on met moins de 40 jours pour vendre un bien immobilier, ce qui est extrêmement fluide. Et en France, le chiffre français est de l'ordre de 80 jours, ce qui est en moyenne française, qui est bon également. Et ce qui est intéressant, c'est que cette dynamique, elle est au-delà du chiffre brut aujourd'hui au 1er septembre 2018, c'est la dynamique de ces délais de vente qui baisse, en fait, et qui baisse depuis 5 ans. Quand vous regardez le chiffre en août 2013, en France, on mettait plus de 100 jours pour vendre un bien immobilier. De 100 jours, on est passé à 80. À Paris, on mettait 60 jours en 2013 pour vendre un bien immobilier. On en met 40 aujourd'hui. Et évidemment, c'est hyper fluide comme marché, un marché à 40 jours. Même dans le monde rural, on a des délais de vente qui baissent, alors qui étaient à 120 jours en 2013. Donc 120 jours, c'est quand même un marché qui est hyper fermé. On passe à une centaine de jours, n'importe quoi, à un peu plus de 80, excusez-moi, je vois mal le graphique, un peu plus de 80 jours au 1er septembre 2018. Voilà, et dans les communes, on va dire dans les grandes villes de France aussi, les délais de vente baissent et sont à des niveaux de fluidité qui sont très bons. Si on regarde dans le détail, alors évidemment, il y a encore une fois de l'hétérogénéité. Encore une fois, on est dans la continuité de ce qu'on a pu connaître en 2017, avec des délais de vente qui sont très bas. Vous avez quelques ruptures dont on va parler. Par exemple, encore une fois, Bordeaux. On vendait un bien en 45 jours à Bordeaux et c'est une des rares villes où significativement les délais de vente ont augmenté en 2018. Ils sont passés à 50 jours. Donc, ça renvoie bien un signal comme quoi à Bordeaux, on est vraiment sur un retournement de marché. Voilà, on est sur un retournement de marché à Bordeaux et les délais de vente permettent d'observer ça. Autre ville qui est intéressant de regarder, des villes comme par exemple Nice, où on est sur des délais de vente qui sont très très élevés. Donc un marché qui est beaucoup moins dynamique que ce qu'on peut voir sur les autres villes de France, avec 90 jours pour vendre un bien en 2018. Voilà, les marchés dynamiques du moment, vous avez des villes comme Lyon, avec 45 jours, Rennes et Nantes, qui en moins de 2 mois, on vend un bien immobilier, ce qui est très bon, mais surtout ce qui est intéressant, c'est la dynamique aussi actuelle, avec des délais de vente qui baissent significativement dans ces deux villes, à Rennes et à Nantes. Voilà. Et Paris, on en a parlé. Donc, cet indicateur sur les délais de vente milite pour une poursuite de la dynamique actuelle, puisque il continue de baisser un peu partout, à quelques exceptions près, mais dans sa globalité, en tout cas, il n'y a pas d'alerte sur les délais de vente. Au contraire, on est sur un marché qui reste assez fluide et c'est plutôt une bonne nouvelle. Un autre indicateur très important, c'est le rapport de force entre la demande et l'offre.
dans une zone donnée et à un moment donné. Cette tension, c'est on fait de l'économie, hein, donc on va regarder si sur une zone j'ai un excédent de demande ou plutôt ou si on a moins d'acheteurs par rapport au nombre de biens à vendre. Donc le principe de cet indicateur qu'on appelle l'ITI, l'indicateur de tension immobilière, ça fait quelques années déjà qu'on l'avait lancé, on l'a recalibré cet été pour le rendre plus robuste. Et l'idée, c'est que un ITI supérieur à 0 signale un excès de demande et un ITI inférieur à 0 va signaler un déficit de demande. Alors juste pour info, la manière dont on fait ça, c'est qu'on regarde le trafic sur notre site et les particuliers qui font des estimations immobilières. Vous savez qu'on a environ 200 000 estimations immobilières qui sont faites en ligne sur notre site tous les mois. L'idée, c'est de regarder quels sont les profils des personnes qui font des estimations. Et en le traitant correctement ces flux de personnes qui font des estimations, on est capable de dire si sur une zone, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, ou à l'inverse, si c'est une zone plutôt où on a un déficit de demande. Et donc, quand on retrace ça dans le temps, on va être capable du coup d'avoir des jolies courbes qui vont nous dire, effectivement, si on a un excès de demande, a priori, on est sur un marché qui est dynamique où les prix devraient augmenter dans les prochains mois. Alors que si on a un ITI qui est inférieur à 0, donc un déficit de demande, alors on devrait être dans une zone où, sur les 6 prochains mois, les prix auraient plutôt tendance à baisser. Alors, qu'est-ce que ça donne? Si on le regarde sur les 6 dernières années, encore une fois, donc le même code couleur entre Paris, les plus grandes villes de France, la France et le rural, on a une demande qui est toujours excédentaire un peu partout, mais qui plafonne légèrement. Alors, si on regarde un peu la dynamique de ces courbes, vous avez une tendance baissière, en fait, ce qui est de 2012 à 2014-2015, et un ITI qui recommence à remonter un peu partout à partir de début 2015, signe d'une reprise du marché. Et c'est exactement ce qu'on a connu avec des prix qui ont recommencé à monter à partir de fin 2015, début 2016. Et c'est ça qui montre que, effectivement, l'ITI est un indicateur avancé de l'évolution des prix et des volumes, puisqu'il commence à remonter dès fin 2014, début 2015. Donc ça, c'est assez significatif. Aujourd'hui, on a une demande qui est très bonne à Paris, dans les 10 plus grandes villes de France, où on mesure une demande, où on mesure 20% d'excès de demande par rapport à l'offre dans les plus grandes villes de France et Paris. Même dans le monde rural, on est sur une dynamique où on a un ITI qui est supérieur à 0. Alors, c'est très faible, mais on est quand même sur une zone, on est supérieur à la barre des 0%, alors que quand vous regardez effectivement en 2014-2015, on était sur des tendances on était très bas, où on notait un déficit de demande de l'ordre de 15%, et donc des prix qui étaient fortement en baisse. Alors, je suis désolé, sur le graphe, effectivement, il y a un petit raté, parce que normalement, la barre des 0% n'est pas bien calée, hein, le pointillé en rouge, mais bon, vous avez bien compris où est-ce qu'il se situait. Alors, encore une fois, si on fait un zoom ville par ville, on note une continuité par rapport à ce qu'on a pu connaître les années précédentes, avec un excès de demande à peu près partout, que ça soit à Lyon, par exemple, avec un excès de demande de 32%. Alors, en 2017, on était sur un excès de demande à 40%. Bordeaux, très, encore une fois, qui marque la rupture que l'on constate sur les prix et sur les délais de vente, qui confirme encore cette rupture avec un excès de demande de 30% en 2017, alors que là, en 2018, on sent que la demande est beaucoup plus fébrile que ce qu'on avait pu connaître avant, avec 13% d'excès de demande, donc ça a vraiment, vraiment chuté. Voilà, et des villes comme Rennes, ou des villes comme Rennes qui connaissent une forte augmentation de la demande, ou une ville comme Nantes où ça reste très dynamique encore une fois, voilà, c'est assez significatif. Et cet indicateur-là, encore une fois, milite pour une poursuite de la dynamique actuelle du marché de l'immobilier, puisqu'on note un excès de demande sur l'ensemble des grandes villes de France, même en France. Donc, a priori, ça devrait, encore une fois, continuer sur ce rythme-là. Voilà, donc encore un picto encore pour cet indicateur. Ça fait 3 indicateurs qui militent pour une poursuite de la dynamique actuelle du marché. Alors, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est aussi un indicateur qui est très important quand on étudie le marché de l'immobilier, parce que c'est intéressant de comparer le prix de l'immobilier avec le revenu des gens, mais aussi le coût du crédit. Parce que c'est ces 3 variables-là qui composent en fait le pouvoir d'achat immobilier des Français.
Et pourquoi c'est intéressant de le regarder? Parce qu'encore une fois, beaucoup d'observateurs disent que s'il y a un retournement de marché, c'est parce que le pouvoir d'achat immobilier des Français est très bas et que le prix de l'immobilier n'est plus corrélé aux revenus des gens. Ce qui n'est pas forcément vrai, on va le voir ensemble. Alors, comment est-ce qu'on calcule le pouvoir d'achat? On regarde le prix moyen du mètre carré pour chaque ville, on regarde le revenu médian des ménages de 2 personnes, on regarde le taux d'emprunt immobilier sur 20 ans et on regarde et on prend en compte une capacité d'emprunt de l'ordre de 33% d'une mensualité, enfin on fait un crédit sur 20 ans avec une mensualité égale à 33% du revenu disponible. On se fixe une barre de 36 mètres carrés de surface d'un logement décent. Puisqu'on considère un ménage de 2 personnes, on part du principe que 2 personnes, pour se loger décemment, il leur faut 36 mètres carrés, puisque à un seuil de surpopulation, c'est 18 mètres carrés par personne défini par l'INSEE. Et si on regarde en fait du coup l'évolution du pouvoir d'achat des Français, en fait, on constate que c'est toujours élevé. Un ménage de 2 personnes en France peut s'acheter en moyenne un peu moins de 55 mètres carrés. On est très loin de la barre des 36 mètres carrés. Alors, c'est un peu décalé aussi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est un petit peu décalé. Donc, la barre des 36 mètres carrés sur le seuil de surface d'un logement décent. On a frôlé la correctionnelle en 2008, où on frôlait les 36 mètres carrés, mais depuis, en fait, grâce à des prix qui ont baissé et des taux qui ont baissé, et ben, le pouvoir d'achat de l'immobilier des Français, il est toujours élevé. Et même sur la période récente, si on regarde 2017-2018, on voit que le pouvoir d'achat immobilier des Français, il reste stable. Et il reste stable parce que les taux sont très bas. Et ils permettent du coup de compenser cette hausse des prix. Donc, le message ici, c'est qu'il n'y a pas de crise du pouvoir d'achat immobilier en France. Il y a encore de la place sur l'ensemble du territoire français. Si on fait l'équation entre les prix de l'immobilier, les taux et le revenu des gens, les Français peuvent se loger décemment. Alors là, oui, évidemment, vous allez me dire, oui, c'est super, c'est une moyenne nationale, et c'est pas le cas partout. Alors, je suis évidemment d'accord avec vous, mais si on regarde, si on fait ce même calcul sur les 10 plus grandes villes de France, eh ben, vous avez quand même 7 villes sur les 11 grandes villes avec Paris qui ne sont pas dans le rouge, hein, qui sont où le pouvoir d'achat immobilier des gens est au-delà de ce seuil de 36 mètres carrés, avec encore une fois avec ce seuil qui est décalé, mais vous aurez compris. Donc à Marseille, à Rennes, à Toulouse, à Nantes, à Lille, à Strasbourg, à Montpellier, un ménage résident dans cette ville peut s'acheter plus de 36 mètres carrés, donc il n'y a pas de problème et il y a encore de la place. Attention tout de même à Lyon qui, à cause de la hausse des prix qu'on connaît à Lyon depuis 2 ans, malgré la baisse, les conditions d'emprunt qui sont très bonnes, Lyon commence à frôler avec le seuil limite. Donc le pouvoir d'achat effectivement immobilier des Lyonnais commence à s'effriter. Voilà, des villes comme Paris, bon, on n'en parle pas parce que Paris, 20 mètres carrés de pouvoir d'achat, évidemment, c'est bien trop peu. Et effectivement, à Paris, le prix de l'immobilier est décorrélé complètement du revenu des gens et même les conditions d'emprunt ne permettent pas de compenser ça. La réalité, c'est qu'à Paris, il y a aussi une forte demande extérieure à la part d'investisseurs, puisque Paris, c'est 70% d'investissement locatif, alors que sur l'ensemble du territoire, on a plutôt 60% de propriétaires résidents. Donc, c'est pas du tout la même dynamique. Voilà, des villes comme Nice qui traditionnellement sont très chères, mais encore une fois, à Nice, ce n'est pas la même dynamique que sur des autres villes. On a plutôt des acheteurs qui sont plus âgés et avec un peu plus d'argent que sur le reste du territoire. Voilà. Et Bordeaux qui est passé sous le seuil, qui est sous le seuil des 36 mètres carrés, et qui est bien sous le seuil puisque le pouvoir d'achat immobilier des Bordeaux est 32 mètres carrés. Et évidemment, ça c'est dû à l'augmentation des prix de 17% sur 2017. Et le pouvoir d'achat immobilier des Bordelais a pris un sacré coup dans l'aile. Le prix moyen à Bordeaux est de 4 300 € du mètre carré. C'est devenu la deuxième ville parmi les grandes villes de France la plus chère derrière Paris. Donc évidemment, le revenu des Bordelais ne suit pas et même les taux bas ne permettent pas de compenser cette grosse hausse des prix de l'immobilier de l'année dernière. Voilà. Donc le message, encore une fois, sur le pouvoir d'achat, c'est qu'il n'y a pas, il y a de très rares villes en France où il y a un problème de pouvoir d'achat. C'est des villes qui sont connues. Par contre, dans la majorité des grandes villes de France, dynamiques, il y a encore de la place et le prix de l'immobilier n'est pas décorrélé aux revenus des gens, revenus et taux des gens, et revenus des gens, pardon, des habitants et des taux d'emprunt. Parlant des taux, en fait, les taux ils baissent plus depuis 2 ans. En fait, on emprunte à 1,5% sur 20 ans, c'est des conditions exceptionnelles, on n'a jamais connu ça, mais ça ne baisse plus depuis 2 ans. Et
s'il y a effectivement une rupture, elle pourrait venir de là, puisque ce cher monsieur qui s'appelle Mario Draghi, qui est le président de la BCE, a même annoncé que d'ici l'été 2019, on devrait avoir une sortie de la politique monétaire qui est menée par la BCE pour soutenir la croissance depuis la crise de 2008, à coup d'injection de liquidités et qui provoque du coup ces taux qui sont très bas. On devrait sortir de cette politique monétaire en remontant avec des taux qui vont remonter progressivement d'ici l'été 2019. Donc, c'est un scénario à envisager. Enfin, la question de est-ce que ça va se produire, c'est pas la question en fait, c'est plutôt quand et a priori quand ça devrait être d'ici l'été 2019. L'autre signal qui est assez négatif, c'est les durées d'emprunt. En fait, pour compenser des taux qui ne baissent plus, en fait, les Français s'endettent de plus en plus longtemps. On est sur les mêmes niveaux que ce qu'on a pu connaître il y a 10 ans, en 2008, où en moyenne, on emprunte sur 240 mois, donc ça veut dire en gros 20 ans. Et en particulier, on a une forte augmentation des crédits sur plus de 25 ans, ce qui est un signal qui nous montre qu'on arrive un peu au bout, en fait, parce que la réalité, c'est que tout le monde ne pourra pas emprunter à plus de 25 ans. Hein. En fait, ça concerne qu'une petite partie des primo-accédants qui ont des bonnes situations, un bon job et qui sont plutôt jeunes. Les secondo-accédants, ils ne peuvent pas emprunter sur 25 ans. Donc ce graphe-là, il montre qu'effectivement, on commence à atteindre des sommets et on pourra pas forcément aller bien plus loin. Et l'autre dernier signal, en fait, qui nous fait penser à un retournement de marché, c'est vous qui nous l'envoyez, en fait, puisque par rapport à l'année dernière, encore une fois, dans l'Observatoire des agents, vous nous remontez que vous constatez une légère augmentation de vos stocks de mandats, que vos stocks de mandats sont en train de se renouveler par rapport à il y a un an, et que vous constatez qu'il y a moins d'acheteurs qui poussent la porte de votre agence, encore une fois, par rapport à ce que vous avez pu connaître l'année dernière. Donc, encore une fois, ça, c'est un signal qui nous vient directement du terrain, qui nous vient de vous. D'ailleurs, on vous remercie pour ces informations précieuses, a priori, on aurait plus de mandats, donc un stock qui se renouvelle, moins d'acheteurs, et donc un peu un signe de changement de tendance, de dynamique par rapport à ce qu'on a pu connaître les années précédentes. Voilà, alors si, la dernière actualité, on entend tous parler, c'est la loi Elan. La loi Elan, en fait, est-ce qu'elle va avoir un impact sur le marché résidentiel? A priori, très peu, parce que la loi Elan, elle vise à libérer la construction et protéger les plus fragiles. On n'imagine pas qu'il y aura d'impact sur la dynamique actuelle du marché de l'ancien. Ce qu'on peut regretter, c'est l'absence de réformes qui visent à favoriser la fluidité du marché, notamment autour des droits de mutation. On sait qu'en France, parmi les pays de droit latin, on a les droits de mutation presque les plus élevés. Et on sait que c'est un frein à la mobilité et que on pourrait regretter une politique qui devrait favoriser les transactions immobilières, le nombre de transactions pour justement que les gens déménagent plus facilement et absorber plus facilement du coup ces droits de mutation. Le dernier point, c'est l'encadrement des loyers, qui devrait faire son grand retour puisque les contours juridiques vont être précisés dans cette loi. Et la mairie de Paris, d'ailleurs, s'est déjà positionnée pour lancer pour le réappliquer dès que ça sera possible. A priori, l'impact que ça aura va encore une fois dépasser le seul cadre du marché de la location et devrait freiner à nouveau la demande pour l'investissement locatif dans les villes ou les territoires qui vont l'appliquer. Voilà, donc d'une manière générale, la loi Elan ne devrait pas perturber la dynamique actuelle du marché. Voilà, donc c'est encore un argument qui milite pour la poursuite de ce qu'on est en train de vivre. Voilà, donc si on fait un peu le résumé, on a plus d'encore que de stop. Les indicateurs sur le chômage, sur le délai de vente, sur la loi Elan, sur le pouvoir d'achat, sur l'indicateur de tension immobilière militent pour une poursuite de la dynamique actuelle. Par contre, effectivement, on commence à avoir des indicateurs qui militent pour un retournement de marché, que ce soit du côté des taux qui devraient remonter d'ici l'été 2019 ou les durées d'emprunt qui nous montrent qu'on arrive un peu au bout de la possibilité de financement des gens et de la capacité d'emprunt des gens qui nous montrent qu'on arrive un peu à un plafond. Et plus votre sentiment, voilà, on arrive à la conclusion que, a priori, le marché devrait rester dynamique jusqu'à l'été 2019, que les volumes vont rester élevés, évidemment inférieurs par rapport au record qu'on a pu connaître en 2017, mais on va rester sur des niveaux de fluidité qui vont être très bons.
Les prix vont continuer d'augmenter au moins jusqu'à l'été 2019, mais à un rythme, encore une fois, un peu plus modéré. Voilà, a priori, plusieurs indicateurs montrent qu'un changement de cycle n'est pas très loin, probablement dans moins d'un an, sous l'impulsion d'une remontée des taux prononcée par la BCE d'ici là. Et donc, notre pronostic d'évolution des prix sur l'ensemble du territoire français est de l'ordre de 1,5% d'ici sur les 12 prochains mois. C'est à peu près ce qu'on a pu connaître ces 3 dernières années, mais on va rester sur cette dynamique-là. Alors, on a évidemment décliné ce scénario sur les plus grandes villes de France. Je ne vais pas le détailler ici parce qu'on n'a plus le temps, mais vous allez recevoir la présentation avec les différentes zones pour chacune des villes qui vous intéressent. Vous aurez le détail de tous les indicateurs qu'on a parcourus, spécifiquement pour chaque ville, avec notre pronostic pour chaque ville et notre classement des prévisions des prix. Voilà, c'est la fin de ce webinaire. Donc, je vous remercie d'avoir participé. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer une question via le chat. On y répondra avec grand plaisir. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une très bonne journée et on se verra une prochaine fois pour parler de la dynamique des prix sur le marché résidentiel. Au revoir, à bientôt.